comment j'ai fait pour passer de 100 à 180 kilos au développé couché. L'idée de cette vidéo, c'est que je t'explique un petit peu par les différentes phases tout simplement par lesquelles je suis passé et que tu en tires des éléments pour pourquoi pas avoir les mêmes résultats. Alors, je vais parler de différentes choses. D'abord, forcément, un aspect mindset, la partie technique et la partie programme. Je vais commencer directement avec l'aspect mental parce que je pense que c'est quelque chose qui bloque beaucoup de personnes qui en fait en sont pas forcément conscients. Et pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment primordiales à ce niveau-là. C'est déjà d'arrêter de se considérer comme un spécialiste. Je sais que moi c'est quelque chose qui m'a porté préjudice pendant assez longtemps parce qu'en fait j'ai toujours été bien meilleur enfin j'étais meilleur en tout cas au soulevé de terre que je l'étais au développé couché. Je pense qu'il y a des raisons génétiques à ça, j'avais des bras plutôt longs, etc. Et du coup je me disais bon bah ça va être impossible pour moi de performer correctement au bench parce que je suis un deadlift spécialiste. À titre d'exemple, à ce moment-là, en fait, j'ai eu 260 kilos au soulevé de terre avant d'avoir 130 au développé couché, donc j'avais vraiment un bench qui était pas mal en retard, sachant que au bout de 3 ans de muscu, j'en étais à 100 kilos au développé couché. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui vont beaucoup plus vite que ça, et en fait, entre ouais, de 100 à 180, je dirais que ça m'a pris environ 4 ans pour monter ça. Donc on voit aussi que la progression est pas linéaire. Mais j'avais vraiment ce truc de, putain, c'est un mouvement que je fais depuis quand même pas mal de temps. Et pour autant, je suis vraiment pas bon dessus. En fait, le problème qu'il y a à se dire que tu es un spécialiste, c'est que en fait, c'est une situation qui est relativement définitive, tu vois. Si tu pars du principe que tu es bon au deadlift, donc tu pourras jamais être bon au bench parce que a priori, c'est quelque chose qui en termes de morphologie demande à peu près l'opposé, à savoir des bras longs, des bras courts, même si on verra que ça va pas se résumer qu'à ça. Le problème, c'est que si à chaque fois en compétition tu te dis bon bah de toute manière le développé couché c'est le moment où on dort entre les deux mouvements principaux, c'est pas forcément un état d'esprit qui va te permettre de débloquer des choses. Et je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont dans ce cas-là, donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus. Et le deuxième aspect qui va un petit peu avec, c'est d'arrêter de se chercher des excuses. Alors que ce soit au niveau de la génétique, parce que t'as pas la bonne longueur de bras ou quoi, il y a énormément d'athlètes qui performent très bien avec des bras longs. En fait, il faut se dire que ta génétique, ça va plutôt déterminer ton point de départ. Après, il y a énormément de choses que tu peux faire. L'avantage de la force athlétique, c'est qu'il n'y a pas une manière de lift. Tu peux vraiment articuler toute ta technique autour de tes leviers. Et à partir du moment où tu maîtrises certaines bases, tu verras qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'amplitude que tu as, et on en parlera juste après dans l'aspect technique. Pareil pour l'âge, pour le coup, la force athlétique, c'est un sport à maturité assez tardive. Il y a des athlètes qui sont très forts passé 40 ans. Donc pareil là-dessus, c'est juste qu'en fait, il faut que tu te dises qu'à 40 ans, tu vas pas t'entraîner de la même manière que si tu avais la vingtaine. Tu as un nombre de ressources, notamment en général au niveau temps, au niveau énergie et récupération, qui sont pas du tout les mêmes. Donc tu peux pas te permettre de faire certaines conneries que font des athlètes de 20 ans et qui leur sont pardonnées parce que bah, ils ont une meilleure capacité de récupération, etc. Et pareil pour l'aspect plateau. Encore une fois, moi c'est quelque chose que j'ai vécu assez longtemps parce que j'ai eu beaucoup de mal à passer bah, la barre des 100 kilos. Puis après j'ai eu encore un autre plateau aux alentours des 130. Et en fait, souvent un problème que j'ai eu moi et que j'ai entendu, c'est ok, bah non, c'est la bonne manière de faire. On remet pas en cause la méthode et on se dit juste, bah, il faut que j'attende plus longtemps. C'est un truc que j'entends tout le temps, c'est non mais moi de toute façon je vais arriver au championnat de France, etc. Il me faut juste plus de temps. Sauf qu'en fait, le temps, t'es en train de le perdre. Alors oui, c'est sûr que si tu t'entraînes pendant 10 ans, etc., en faisant n'importe quoi, sur un même mouvement, au bout d'un moment, tu vas forcément finir par devenir un petit peu meilleur. Mais peut-être que ce que tu as fait en 10 ans, tu aurais pu le faire en 2 voire en 3 ans. Donc il faut vraiment se dire que il n'y a pas de plateau, il n'y a pas vraiment de limite. La limite, elle est surtout conditionnée par là où tu en es aujourd'hui. Et peut-être que, encore une fois, tu as atteint un plateau parce que t'as pas la bonne méthodologie et que par exemple ton plateau, il est peut-être lié aujourd'hui à ton état mental, il est peut-être lié à ta manière de t'entraîner, et peut-être que tu as atteint un plateau avec cette manière de t'entraîner là, mais que si tu améliores certaines choses, tu pourras aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important à garder en tête, quoi. C'est vraiment pas quelque chose de définitif, il y a toujours moyen de s'améliorer. Ensuite, au niveau technique, il y a pas mal de choses que je trouve hyper intéressantes. Donc là, je vais te parler des trois changements que moi j'ai fait et qui ont changé beaucoup de choses sur mon développé couché. J'aurais pu faire une liste hyper longue, mais je pense que c'est les trois choses qui ont vraiment fait une grosse différence. Et je vais commencer par la position des épaules, parce que je trouve qu'il y a énormément d'athlètes qui sont pas du tout bons au développé couché, parce qu'il y a quelque chose qu'ils comprennent pas au niveau de la position des épaules. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est aussi important la position des épaules? Parce que ça va conditionner tes points d'appui sur le développé couché. C'est quelque chose qui peut être un petit peu flou pour beaucoup. Mais par exemple, tu vois, si je te demande de faire un squat sur un sol mou ou sur un trampoline, que je te demande de faire ton PR, bon,
il y a de grandes chances pour que tu sois pas au max de ta forme. Et en fait, au développé couché, c'est pareil. Et ton point d'appui le plus important, c'est ton dos. Et en fait, si tu commences à mettre tes épaules en arrière comme ça, tu vas pas être stable parce que bah, ton mouvement de poussée va impliquer forcément que tes épaules repartent un petit peu vers l'avant. Et moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais beaucoup, me dire, tu sais, le fameux truc, t'as un stylo, il faut que tu serres le stylo entre tes omoplates. C'est quelque chose qui a pas du tout marché avec moi ni avec les athlètes qu'on a accompagnés. À la place, moi, ce que je peux te recommander, c'est plutôt de chercher à mettre les épaules vers le bas. Plutôt quelque chose qui serait proche de ce qu'on cherche à faire sur un tirage vertical ou sur une traction. Et en fait, ça va te permettre d'avoir une meilleure contraction des dorsaux, de pas trop limiter l'utilisation de tes épaules sur ton développé couché, et aussi d'avoir une position qui sera beaucoup plus stable, parce qu'encore une fois, tes dorsaux vont être contractés, ça va être un point d'appui stable sur le banc, et ça va te permettre de ne pas partir dans tous les sens, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Alors oui, en général, le fait de rétracter tes épaules, les mettre vers l'arrière, ça peut te permettre de gratter un petit peu d'amplitude. Mais encore une fois, l'amplitude, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Je pense qu'il y a des tas d'exemples qui l'ont montré. Je pense à Yanis Bouchou en 83, à Eliam par exemple, qui avait battu le record de France à l'entraînement au développé couché. Et pour le coup, il a une amplitude de fou. Donc forcément, une grosse amplitude, ça implique de s'entraîner un petit peu différemment parce que tu ne vas pas encaisser le volume de la même manière. Ça va causer certainement plus de stress. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas t'en sortir. Moi-même, j'ai une amplitude qui est considérée comme relativement grande par rapport à ma taille, mais il y a des cas beaucoup plus extrêmes. Et c'est pour ça que je donne l'exemple de Yanis et de Eliam. Ensuite, au niveau du grip, moi j'avais tendance à avoir un grip où je cassais pas mal les poignets. Alors c'est quelque chose que je fais toujours, mais la différence c'est que j'avais la barre qui était plutôt dans le fond de la main ici. Et le problème c'est que du coup ça crée un point d'instabilité en fait, parce que quand tu vas pousser, bah, tu as toujours cette zone là qui est un petit peu chiante. Et en fait, ce que j'ai changé, c'est que je me suis mis à faire un bulldog grip. Alors la différence c'est que du coup, je mets ma main dans ma paume comme ça. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu as essayé par exemple de faire ce qu'on appelle un suicide grip, à savoir mettre le pouce comme ça. Alors c'est pas autorisé en compétition, puis c'est assez dangereux. Mais bon, la plupart des bros qui ont fait beaucoup de développé couché l'ont fait. Et en fait, on se sent généralement beaucoup plus fort dans cette prise parce que ça te force à positionner la barre ici. Et du coup, tu as la barre qui est directement au-dessus de ton avant-bras en fait. Donc le transfert de force, il est bien plus efficient. Donc voilà, ça te permet d'avoir une barre qui bouge beaucoup moins dans la main, qui est beaucoup plus stable. Et ça, c'est vraiment hyper important. Alors que pour le coup, tout ce qui peut être des détails, entre guillemets, comme l'écartement du grip, etc., c'est quelque chose de moins important à mon sens. Il y a beaucoup d'athlètes qui se focalisent sur des détails, quel doigt je mets sur la bague, etc. Bon, ça a changé quelques centimètres d'amplitude, peut-être un petit peu ton ouverture de coude. Mais c'est pas ce qui va faire une grosse différence. Si tu arrives à avoir une bonne position d'épaule et que tu es stable sur ton banc, que tu aies un grip large ou que tu aies un grip serré, tu seras fort. Donc voilà, le problème il n'est pas là. Et pareil pour le leg drive, quelque chose que j'ai pas mal changé aussi, c'est réussir à me stabiliser correctement. J'avais vraiment cette croyance que pousser le plus fort possible dans le sol, c'est quelque chose qui allait me permettre d'être beaucoup beaucoup plus fort. Et en fait, dans les cas de développé couché un petit peu comme les miens, alors moi ce que je fais, c'est que j'ai un bench qu'on va appeler soft touch. Ça veut dire que la barre, quand je la pose sur mon torse, j'effleure vraiment la poitrine. À l'inverse d'athlètes qui sont plus lourds en général, qui font ce qu'on appelle un sink, c'est-à-dire que bam, ils laissent vraiment la barre s'enfoncer à fond dans la poitrine. Et donc sur un développé couché comme le mien, et comme ce que je peux recommander à la majorité des athlètes, parce que même si le sink, comme on dit, donc la barre qui s'enfonce dans le torse, c'est un développé couché qui paraît beaucoup plus bourrin, etc. En fait, c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air, et ça correspond à très peu d'athlètes, où en général, ils n'ont pas la technique suffisante pour être à l'aise sur ce genre de mouvement, donc j'aurais pas tendance à trop le recommander. Euh, et du coup, en fait, cette technique de sync, elle te force à donner un à-coup avec les jambes. Sur un soft touch, il faut plutôt voir ça comme une poussée constante que tu vas faire dans le sol et qui va globalement juste te permettre de stabiliser ton haut du corps. Parce que clairement, tu vas pas bouger la barre avec tes jambes. C'est plus quelque chose qui va te permettre de te stabiliser. En fait, la stabilité, c'est la clé. Je te l'ai fait comprendre tout à l'heure avec la position des épaules, avec le fait de bien contracter tes dorsaux, etc. Si t'es pas stable, ça sera impossible d'être fort. Et donc là, c'est le truc le plus important avant l'amplitude, avant tous ces trucs-là. C'est vraiment la stabilité. Je dirais, s'il y a un truc à retenir pour être fort sur un mouvement, c'est vraiment cet aspect-là, quoi. Donc voilà pour ça. Et puis aussi le fait de comprendre qu'il faut faire un leg extension dans le sol. L'idée, c'est de faire comme si tu voulais, entre guillemets, sortir de l'autre côté du banc. Si tu commences à pousser sur tes talons, tu auras un leg drive beaucoup moins efficace. Tu vas juste lever tes fesses au plafond. Donc ça sera pas forcément bien.
D'autant plus qu'en fait, un bon leg drive, c'est-à-dire si tu pousses dans la bonne direction et que tu écrases juste ta nuque correctement, ça devrait te permettre déjà d'avoir un très bon pontage. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont complètement, qui savent pas du tout quoi faire pour avoir un meilleur pontage, etc. Bah, avoir un leg drive efficient et juste écraser suffisamment sa nuque, c'est une manière très simple d'avoir un leg drive très efficient. Donc voilà, je recommande vivement. Et ensuite, du coup, on va arriver à la partie certainement qui te bloque, le programme. Enfin, j'imagine que déjà les deux premiers, normalement, tu devrais avoir tiré pas mal d'éléments pour progresser un petit peu mieux. Et je vais parler surtout des erreurs communes que moi-même j'ai faites et que j'ai vues chez beaucoup d'athlètes. Et il y a des chances que tu puisses en retirer pas mal de choses. Alors, il y a pas mal d'éléments. Honnêtement, je sais pas trop par où commencer parce que toutes ces bêtises-là, je les ai fait. En fait, tous ces trucs-là là, que je critique, que je me permets de les critiquer parce que c'est moi-même que des erreurs que j'ai faites et qui, je pense, m'ont fait perdre beaucoup de temps. Si je devais commencer par le stress mal géré, je pense que comment c'est un peu vague comme notion, mais ce que j'entendais par là, c'était surtout le fait de souvent on se dit ok bon ma technique elle est pas bonne donc il faut que j'augmente le nombre de séries que je fais. C'est assez logique. Si tu as besoin d'être meilleur au tennis, bon bah va faire plus de tennis, il y a des chances que ça se passe mieux. Le souci, c'est que souvent, des athlètes qui ont une mauvaise technique, qui leur cause des douleurs, etc., le fait d'en injecter plus, bah, ça risque juste d'accentuer le problème qu'il y a déjà en fait. Donc pour ces athlètes-là qui ont par exemple déjà des douleurs aux épaules, etc., avant de chercher à augmenter la dose d'entraînement, j'aurais plutôt tendance à recommander déjà peut-être de diminuer les charges essayer de faire des séries qui soient plus qualitatives et à partir de là pourquoi pas chercher à en faire un petit peu plus mais même avec un volume très faible sur la semaine, même avec je vais dire je sais pas une bêtise une dizaine de séries, c'est déjà largement possible de s'améliorer correctement sur le développé couché. Donc avant de chercher à injecter à fond du volume pour progresser techniquement, à mon avis, il faut déjà avoir certaines bases techniquement, et puis à partir du moment où ça va et il n'y a plus rien qui fait des bruits de vieilles machines qui couinent, on peut se permettre de réinjecter un petit peu plus de volume. Ça va aller un peu en lien avec le fait de s'entraîner trop lourd. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai vu souvent. C'était moi-même mon cas à un moment, je me souviens, j'avais un max autour de 140 et pour une raison qui m'échappe, enfin si, je sais très bien pourquoi, c'était mon ego, je refusais de descendre en dessous de 100 kilos. Et en fait, le problème, c'est que le fait de se brider comme ça, de se dire, ok, non, j'ai pas envie de redescendre en dessous de telle charge, c'est quelque chose qui va te limiter dans les formats que tu vas pouvoir faire, dans les variations peut-être que tu vas pouvoir faire. Et donc, globalement, ça va te limiter un champ des possibles pour ta progression. Et donc, même si sur le papier, ça part d'une bonne intention, je pense que c'est extrêmement délétère pour la progression de se couper comme ça des chemins qui peuvent te permettre de progresser beaucoup plus efficacement, quoi. D'autant plus qu'encore une fois, il n'y a pas besoin de s'entraîner tout le temps si lourd que ça. Je vois plein d'athlètes qui s'entraînent très proche de l'échec et qui disent non, moi j'ai besoin de faire des singles RPE9 pour voir ce qui va pas. Alors que souvent, en fait, sur des séries beaucoup plus légères, avec plus de reps, on voit déjà ce qui va pas. C'est juste qu'en fait, le défaut, plus on va augmenter la charge, plus on va augmenter la difficulté, bah, plus le défaut sera visible. Mais en fait, si on a déjà un petit peu l'œil, il suffit il suffit de regarder sur les séries plus légères et on verra que le défaut est déjà là. Et donc, bah, c'est sûr que si tu as du mal déjà à corriger la chose sur des charges légères, il y a peu de chances qu'avec une charge que tu maîtrises beaucoup moins, du coup, tu arrives à faire les changements. Donc, c'est pour ça, je pense que le fait de s'entraîner plus léger en force athlétique, ça sera jamais une mauvaise idée. Alors, ça ne veut pas dire faire plus de reps, etc., mais peut-être être moins proche de l'échec, pas hésiter à garder 3 4 reps en réserve parfois, simplement pour accumuler du volume de meilleure qualité et pas être dans une situation où tu sais, tu dois survivre à chaque fois pour essayer pour essayer de lever la barre en fait tout simplement parce que ça te fait accumuler du volume de mauvaise qualité, ça augmente ton stress pour des résultats qui sont pas terribles donc je recommande pas. Ensuite, l'autre truc, alors j'ai pas trouvé de terme mieux que ça, je trouvais que c'était très parlant. Peut-être que si tu as une idée, tu peux me la proposer en commentaire. Mais en gros, c'est ce que j'appelle moi les chercheurs d'or. C'est des gars qui sont toujours un peu à la recherche, putain, je vais y arriver, à la recherche du programme parfait, du petit changement, tu sais, le grip qu'on va écarter d'un doigt et on va voir si ça change tout, est-ce qu'on va positionner les pieds un petit peu différemment, etc. Alors oui, globalement, c'est des éléments qui peuvent parfois te permettre de débloquer un petit truc, mais c'est des changements qui sont vraiment infimes. Et s'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas en changeant un tout petit truc que tu vas relancer ta progression. Et en fait, ça sert à rien de chercher à chaque fois le nouveau truc, la nouvelle méta, la mode, etc. Ça va pas du tout t'aider à mieux progresser. À la place, ce qu'il vaut mieux que tu fasses, c'est que tu regardes
que tu regardes quelque chose de simple en fait, que tu prennes une base et que tu essaies de la faire évoluer au fur et à mesure et de ne pas chercher à tout changer à chaque fois parce qu'en fait la force athlétique c'est un sport dans lequel il y a énormément de possibilités de tout chiffrer et en fait tu te prives de ça, tu te limites énormément au niveau de ta progression. Encore une fois, tu peux essayer de mettre toutes les variations du monde, etc. Il n'y a rien qui va être magique. Donc il faut vraiment que tu arrives à tout intégrer comme un système et que chaque problématique que tu rencontres, chaque élément que tu mets dans ton programme, ça vienne comme solution à une problématique et que tu ne changes pas tout d'un coup parce que sinon tu n'auras aucune idée de ce qui fonctionne. Donc on fait des tout petits changements, même si ça peut être un peu frustrant quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a envie de tout changer, sauf que si tu fais ça, bah, dis-toi que tu as fait tes erreurs pour rien et que tu ne sauras pas comment les améliorer. Donc ça c'est vraiment fondamental. D'ailleurs j'en entends plein comme ça des athlètes qui parfois me demandent de un avis sur le programme, etc. Mais en fait, le truc, c'est que je peux pas savoir. Et personne peut en réalité. Parce que en regardant un programme comme ça tout seul, juste un bloc par exemple de 4 semaines, on n'a aucune idée de si c'est bien ou pas. Euh, on n'a aucune idée de si c'est bien ou pas parce qu'en fait, le seul truc qu'on peut dire à la rigueur, c'est est-ce que le programme il est simple, est-ce qu'il va être facile à analyser, est-ce qu'il y a une certaine cohérence, par exemple, est-ce que tu vas pas faire des séries de 15 sur un mouvement de compétition, je dis une bêtise, mais en fait ce qui est intéressant c'est pas du tout ça, parce qu'un programme basique, tu peux faire du 5x5, pourquoi pas. Ce qui va être intéressant c'est surtout de savoir pourquoi est-ce que tu en es arrivé là, et donc pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur ton programme et savoir s'il est bien, il faudrait regarder ce que tu as fait sur les 6 derniers mois et voir s'il y a eu un enchaînement logique en fonction de ce que tu as vu à l'entraînement, donc à savoir au niveau technique, au niveau des barres, au niveau de la fatigue, etc. Donc encore une fois, ça sert à rien de chercher le programme miracle, de toute manière il n'y en a pas, il faut plus chercher un système de prise de décision que tu essaies de mettre en place. Et enfin, du coup, le volume au bench. Alors, il faut se dire que globalement, le volume au bench, il faut que ça soit. C'est un ordre d'idée, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui voient ça comme un tiers, un tiers, un tiers. Il y a trois mouvements, donc on va mettre un tiers du volume là, un tiers du volume là, un tiers du volume là. Il faut se dire que souvent, le développé couché, c'est un mouvement sur lequel tu peux encaisser beaucoup, beaucoup de volume parce que l'amplitude est moindre et les charges sont moindres. Donc, souvent, ça représente, ouais, je pense, un peu plus de 50% du volume total que tu vas faire. Donc, par exemple, si tu as je vais dire une bêtise, hein, si tu as une vingtaine de séries de compétition dans ta semaine sur les trois mouvements confondus, bah peut-être que tu en auras 5 sur le squat, 5 sur le deadlift et une dizaine sur le développé couché. Bon, évidemment, c'est à la louche, hein, mais c'est un ratio qui me paraît relativement cohérent. Et ça sert à rien de se dire, ok, il faut que je fasse un tiers, un tiers, un tiers, parce que les mouvements, ils sont assez, ils fonctionnent pas forcément de la même manière, et donc il faut réussir à trouver une certaine synergie entre tout ça. Alors voilà, je me rends bien compte que ça peut être un petit peu compliqué. Si tu veux que je t'aide à mettre tout ça en place, si tu veux qu'on t'aide à progresser, ce que tu peux faire, c'est réserver un appel de diagnostic en cliquant dans le premier lien qui est en description. C'est un appel qui va me servir, moi, juste à voir un petit peu ce qui te bloque aujourd'hui, quelles problématiques tu rencontres et voir si je peux t'aider parce que bah, enfin, là, comme ça, j'en ai aucune idée. Si je peux t'aider, on pourra prendre un petit moment pour parler du comment. Mais voilà, en attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à mettre un commentaire, à me suggérer d'autres idées de vidéos. Moi, encore une fois, c'est un format qui est assez facile et qui me plaît beaucoup parce que je vois que ça permet à certains athlètes de vraiment progresser. Et si t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, fais-le moi savoir en commentant un truc, je sais pas, commande fromage, tiens, c'est très bien. Comme ça, je saurai que t'es allé jusqu'au bout et ça me fera plaisir. Voilà, merci beaucoup pour ton visionnage et à la prochaine.